Bienvenue sur ce nouveau podcast. Si vous êtes ici, c'est que vous vous apprêtez à prendre l'une des décisions les plus importantes de votre vie. Ou peut-être l'avez-vous déjà prise. Et les choses ne se passent pas comme prévu. Faire construire sa maison, acheter sur plan, devenir propriétaire d'un bien qui n'existe pas encore, c'est une sacrée décision. C'est un acte de foi extraordinaire quand on y réfléchit, puisque vous allez signer un contrat, verser des dizaines de milliers d'euros, parfois plusieurs centaines de milliers, et même parfois des millions d'euros pour quelque chose que vous ne pouvez à ce jour ni toucher, ni voir, ni y habiter. Vous faites confiance à des plans, à des promesses, à des professionnels que vous ne connaissez pas. Et dans l'immense majorité des cas, il faut le dire, ça se passe bien. Dans 95% des cas, ça se passe bien. Mais vous n'êtes pas ici pour entendre vous dire que tout va bien se passer, vous êtes ici parce que vous savez que les choses peuvent mal tourner et très mal tourner. Dans 95% des cas, je l'ai dit, ça se passe bien, mais en tant qu'avocat, 100% des dossiers dans lesquels les gens viennent me consulter, c'est parce que ça s'est mal passé, et il y en a des dizaines tous les mois. Je m'appelle Benjamin Ingelard, je suis avocat, et j'interviens en droit de la construction et droit de l'urbanisme depuis 16 ans maintenant. J'ai accompagné des centaines de particuliers dans leurs projets immobiliers, des gens comme vous, des gens qui voulaient simplement construire une maison, offrir un toit à leur famille et réaliser ce qu'on appelle encore malgré tout le rêve français, même si cela est de plus en plus compliqué financièrement, il ne faut pas se le cacher. Et j'ai vu régulièrement ce rêve se transformer en cauchemar. J'ai vu des familles dormir dans une voiture parce que leur maison n'était pas livrée après 2 ans de retard. J'ai vu et je vois encore aujourd'hui des clients qui sont obligés d'être logés avec l'épouse enceinte chez des amis, chez la famille, parce que l'immeuble qui devait être livré a 18 mois de retard. J'ai vu des couples divorcer sous la pression d'un chantier qui n'en finissait plus, et j'ai vu des retraités perdre les économies de toute une vie à cause d'un constructeur qui ne livrait pas le bien, voire pire, qui avait déposé le bilan. Récemment, j'ai également assisté des clients qui sont devenus des amis, qui ont failli perdre toute leur exploitation commerciale parce que le bien qui a été livré avec beaucoup de retard, avec beaucoup de malfaçons, et en possibilité pour eux, l'impossibilité au quotidien de pouvoir exploiter correctement leur exploitation commerciale. Mais j'ai aussi vu, et c'est pour ça que je suis devant ce micro aujourd'hui, j'ai aussi vu des particuliers qui ont su se protéger. Ce ne sont pas des particuliers qui sont plus intelligents que les autres, ce sont des particuliers qui ont posé les bonnes questions, qui ont exigé les bons documents, qui ont agi au bon moment. La différence entre les uns et les autres n'est pas de la chance, n'est pas l'intelligence, n'est pas l'argent, c'est l'accès à l'information. Cette masterclass, c'est l'information que j'aurais voulu que tous mes clients aient avant de signer leur contrat. C'est le condensé de mon livre, publié en octobre 2025 aux éditions du Moniteur, la référence absolue en matière de construction en France. Dans ce livre, que j'ai écrit pendant près de 2 ans et qui vient d'être publié, c'est un condensé de mon expérience et de toute la doctrine et toute la jurisprudence et toutes les dispositions légales en droit de la construction. Pendant les 2 heures qu'on va passer à peu près ensemble, je vais vous transmettre ce que des années de contentieux m'ont appris. Pas de jargon inutile, pas de théorie abstraite, du concret. Du terrain, des histoires vraies, anonymisées bien sûr, mais vraies, et surtout des solutions. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de prendre un peu de recul, parce que pour comprendre où vous allez mettre les pieds, il faut comprendre d'où vient tout ça. L'histoire de la maison individuelle en France, c'est l'histoire d'un pays qui se reconstruit. Nous sommes en 1945, la France sort de la guerre, le pays est dévasté, il faut loger des millions de personnes, et vite. Alors on construit. On construit des immeubles, des bars, des tours, des grands ensembles que vous connaissez aujourd'hui. C'est efficace, c'est rapide, c'est collectif. Mais parallèlement, quelque chose d'autre émerge. Un désir, une aspiration. L'idée, c'est que après les privations, après la promiscuité des abris et des logements de fortune, chaque famille française peut avoir son chez-soi, sa maison, son jardin, son bout de terrain. C'est ce qu'on appelle le rêve pavillonnaire. Et ce rêve, l'État l'a encouragé. L'État l'a encouragé massivement, avec des prêts bonifiés, des exonérations fiscales, des aides à l'accession à la propriété. Pendant les 30 glorieuses, cette période bénie de croissance économique de 45 à 75, des millions de Français ont pu devenir propriétaires de leur maison individuelle à des prix qui aujourd'hui défient toute concurrence. La maison, c'était la réussite, c'était la stabilité, c'était la liberté. Et ça l'est toujours d'ailleurs, puisque aujourd'hui, encore plus de 80% des Français rêvent de posséder une maison individuelle. C'est ancré dans notre culture, dans notre imaginaire collectif. C'est le cas en France, c'est le cas dans beaucoup de pays en Europe, mais finalement pas tant que ça, parce que par exemple en Allemagne, c'est loin d'être le cas. Mais voilà, le problème. Ce rêve, il a créé un marché colossal.
des milliards d'euros qui circulent chaque année, des constructeurs, des promoteurs, des artisans, des banques, des assureurs, des notaires, des avocats, toute une économie qui s'est structurée autour de ce désir de maison. Je passe bien entendu outre les énormes problématiques législatives, les budgets qui ne sont pas votés, l'absence de gouvernement, enfin bref, vous l'aurez compris, la situation s'assombrit. Et comme dans tout marché, il y a beaucoup d'argent, il y a des dérives, il y a des incompétents, il y a des accidents, il y a des faillites. Le législateur l'a compris assez vite, puisque dans les années 60, on commence à encadrer les choses. On crée des contrats types, on impose des garanties, et en 78, la loi Spinetta révolutionne le secteur en imposant l'assurance décennale, qui est une révolution. Et j'y reviendrai en détail, bien entendu. On ne peut pas faire l'impasse sur ce sujet. En particulier, on invente le CCMI, le contrat de construction de maisons individuelles, pour protéger les particuliers. Mais malgré tout cela, malgré des décennies de réglementation, malgré des textes de plus en plus protecteurs, les contentieux explosent. Écoutez bien ces chiffres. Chaque année, en France, on estime qu'environ 15 à 20% des chantiers de maisons individuelles connaissent des difficultés significatives. Je ne parle pas d'une prise électrique mal placée ou d'une peinture à reprendre, je parle des retards de plusieurs mois, des malfaçons graves, des constructeurs qui disparaissent. Selon la Fédération des promoteurs, 40% des programmes immobiliers font l'objet d'au moins un recours, 40%. Et le coût économique de ces litiges, eh bien, c'est plus d'1,5 milliard d'euros par an. Oui, 1,5 milliard d'euros par an. Alors pourquoi? Pourquoi avec autant de lois, autant de garanties, autant de protections, est-ce qu'on en est encore là? La réponse est simple et elle va peut-être vous surprendre. Ce n'est pas parce que des lois sont mauvaises, au contraire, le droit français de la construction est l'un des plus protecteurs au monde pour les particuliers. Oui, vraiment. Le problème, c'est que ces protections, eh bien, personne ne vous les explique. Personne ne les connaît, personne ne vous dit comment elles fonctionnent, personne ne vous apprend à les utiliser. Vous signez un contrat de 20 pages, de 50 pages, de 100 pages, de 200 pages, et vous ne le comprenez pas. Vous payez des appels de fonds sans savoir si les montants sont légaux, vous payez des dépassements d'honoraires sans savoir si cela est légal, vous réceptionnez votre maison sans connaître les conséquences juridiques de la signature, sans même savoir parfois la dommage ouvrage, ce que ça représente et que c'est en réalité une obligation pour ceux qui font construire. Et quand les problèmes arrivent, vous ne savez pas quoi faire, à qui vous adresser et quels sont vos droits. Je ne vous jette pas la pierre, bien entendu, puisque comment pourriez-vous savoir, vous n'êtes pas juriste? Vous n'êtes pas professionnel du bâtiment, vous êtes médecin, enseignant, commerçant, employé, retraité, vous avez votre métier, vos compétences et votre vie. Mais justement, c'est pour ça que cette masterclass existe et c'est pour ça que cet ouvrage existe. J'ai écrit ce livre et je vous donne cette masterclass qui résume cet ouvrage pour une raison très simple. Parce que j'en ai assez de voir des gens perdre, des gens s'inquiéter, des gens angoissés pas parce qu'ils avaient tort, mais parce que le droit finalement était inconnu, parce qu'ils ne savaient pas. Je vais vous raconter une histoire que j'entends partager avec vous aujourd'hui. Un couple, appelons-le monsieur et madame D, la trentaine, primo-accédant comme on dit dans le jargon. Premier achat immobilier, il signe un contrat de construction individuelle, un CCMI en février 2021 pour une maison de plein pied, 118 mètres carrés, 4 chambres, garage, prix forfaitaire 262 000 euros hors terrain. Livraison prévue janvier 2022, 11 mois de travaux. Sur le papier, tout est carré, garantie de livraison en place, assurance de masse ouvrage, constructeur établi, pas de difficulté sur le papier. Mai 2021, ouverture du chantier. Le constructeur décide de ne pas faire d'études de sol approfondies, le risque est faible, dit-il. Juillet 2021, ça dira peut-être quelque chose à certains qui se reconnaîtront, pluie exceptionnelle. Le terrassement révèle une poche d'argile gonflante, fissure de sous-bassement, reprise obligatoire, 6 semaines de retard. Novembre 2021, rupture d'approvisionnement en tuiles. Le constructeur propose un modèle équivalent, dit-il, avec une plus-value de 4 200 euros. Monsieur NMD refuse. Arrêt du chantier, 3 mois de retard supplémentaire, négociation. Février 2022, date à laquelle ils auraient dû emménager, le constructeur est placé en redressement judiciaire. 14 chantiers à l'arrêt. À ce moment-là, monsieur NMD ne savent pas quoi faire. Ils ont versé plus de 180 000 euros, leur maison est à 50% construite, le prêt court, ils paient un loyer en parallèle. C'est là qu'ils viennent voir un avocat, c'est là qu'ils viennent voir le cabinet. Je leur explique que ce qu'ils auraient dû savoir depuis le début, ils ont une garantie de livraison, une vraie, délivrée par une banque. Cette garantie, elle est faite exactement pour cette situation. Il faut activer la garantie et mettre en place la désignation d'un nouveau constructeur avec une reprise des travaux. Des difficultés, il y en a toujours, mais en février 2023, 2 ans après la date prévue quand même, ils ont enfin leur
bien. Cette histoire, elle aurait pu très mal finir sans la garantie de livraison, sans les bons réflexes, sans les bons conseils. Et c'est exactement ce que je peux vous apprendre aujourd'hui. Alors ça, c'est un exemple parmi d'autres. Des cas, des situations, il y en a des dizaines. Les plus courants que nous allons voir ensemble aujourd'hui, ce sont les problématiques de travaux qui sont faits parfois sans autorisation, les travaux de VFA, les travaux de CCMI où c'est livré avec des dizaines de semaines de retard, avec toujours les mêmes explications, les mêmes justifications de la part des promoteurs, que c'est une clause exonératoire, que le retard était prévu, que par exemple c'est pour un problème météorologique ou autre, ça c'est la plupart des cas. Mais les astuces que je vais vous donner ici, on l'abordera plus précisément, c'est que les clauses exonératoires de responsabilité en matière de retard de livraison notamment, la jurisprudence les limite très précisément. Et les cas de force majeure qui sont souvent opposés, imposés par les constructeurs, en réalité, dans 90% des cas, ce ne sont pas des cas de force majeure. Si on vous oppose des aléas météorologiques pour vous dire que c'est normal que votre livraison ait eu du retard, on ne peut pas se contenter de simples attestations qui sont fournies par leur syndicat de constructeurs. Vous devez être informé en temps utile, pièce justificative en temps utile. On ne peut pas vous dire 6 mois après qu'en fait on a pris 6 mois de retard parce qu'il y a 6 mois il y a eu de la pluie sur le terrain. Il fallait vous en avertir à temps. Mais ça on le verra plus précisément. Le but ici c'est qu'en quelques heures, on verra, je pense qu'on a pour 90 minutes, 2 heures ensemble, vous allez devenir un maître d'ouvrage averti. Et croyez-moi, c'est la meilleure assurance que vous puissiez avoir. Alors commençons par le commencement, le choix du contrat. VFA, CCMI, ces 4 lettres vous les connaissez, mais elles vont déterminer une grande partie de votre aventure immobilière. Il est temps de comprendre ce qu'elles signifient vraiment. Pour ce chapitre 1, ce module 1, je vais l'intituler le choix des armes. VFA versus CCMI, il faut comprendre pour mieux choisir. Avant même de parler de terrain, de plan, de budget ou de financement, il y a une question fondamentale que vous devez vous poser. Une question que beaucoup de futurs propriétaires négligent parce qu'ils ne savent même pas qu'elle existe. Cette question, c'est quel type de contrat je vais signer. Dans l'univers de l'immobilier neuf en France, il existe deux grandes familles de contrats pour les particuliers. Vous allez avoir affaire à deux régimes juridiques distincts, avec des règles distinctes, des règles différentes, des protections différentes, des risques différents. D'un côté, la VEFA, VEFA, la vente en état futur d'achèvement. De l'autre, le CCMI, CCMI, contrat de construction de maisons individuelles. Ces deux acronymes, vous allez les entendre partout, chez le notaire, chez le banquier, dans les publicités des constructeurs, sur les panneaux de chantier. Mais est-ce que vous savez vraiment ce qu'ils signifient? Savez-vous lequel vous concerne? Savez-vous quelles sont les implications concrètes de l'un et de l'autre? Ce que nous allons voir maintenant en détail, sans jargon, c'est tout ce que vous devez savoir, comme si je vous l'expliquais autour d'un café. Commençons tout d'abord par la VEFA. VEFA, c'est acheter sur plan. La VEFA, c'est probablement le terme que vous avez le plus entendu. La vente en état futur d'achèvement, la vente sur plan, comme pouvaient dire nos parents ou nos arrière-grands-parents. Derrière ce nom un peu barbare se cache une idée simple, vous achetez un bien immobilier qui n'existe pas encore, vous achetez sur plan. Concrètement, voici comment ça fonctionne. Un promoteur immobilier, c'est-à-dire une société dont le métier est de concevoir, financer ou faire construire des programmes immobiliers, décide de construire un immeuble ou un ensemble de maisons, peu importe. Ce promoteur, il ne va pas attendre que l'immeuble soit fini pour le vendre, non, il va le vendre en cours de construction, parfois même avant que le premier coup de pioche soit donné. Vous, acheteur, vous allez donc signer un contrat pour acheter un appartement ou une maison qui n'existe pas encore, qui n'est qu'un plan, qu'une maquette, qu'une promesse. C'est la VFA. Le processus se déroule en plusieurs étapes bien définies par la loi. Première étape, le contrat de réservation. Vous avez repéré un programme qui vous plaît, vous allez voir le promoteur, vous visitez un appartement témoin ou une maison modèle, et vous décidez de vous lancer. À ce moment-là, vous ne signez pas encore l'acte de vente définitif. Vous signez ce qu'on appelle un contrat de réservation ou un contrat préliminaire. C'est une sorte de pré-contrat qui vous réserve le bien. Ce contrat de réservation va devoir contenir un certain nombre d'informations obligatoires et je vais vous les donner parce que c'est important. Ce contrat doit mentionner la description précise du bien, par exemple la surface, le nombre de pièces, la situation dans l'immeuble, les équipements prévus. Il doit mentionner le prix de vente prévisionnel, mentionner la date prévisionnelle de livraison. Souvent, vous le verrez, regardez dans votre contrat, c'est jamais marqué pour le 31 décembre 2026, 31 décembre 2027. Ça sera marqué, par exemple, dernier trimestre, premier trimestre. Il doit mentionner les conditions suspensives, notamment l'obtention de votre prêt, et il doit mentionner le montant de dépôt de garantie que vous allez verser.
Là, attention, ce dépôt de garantie, parlons-en, c'est souvent là que les gens commencent à avoir des sueurs froides. La loi encadre strictement ce montant, écoutez bien. Si la vente définitive doit intervenir dans un délai d'un an, le dépôt de garantie ne peut pas dépasser 5% du prix. Si la vente doit intervenir dans un délai de 1 à 2 ans, il ne peut pas dépasser 2%. Au-delà de 2 ans, le promoteur n'a pas le droit d'exiger de dépôt de garantie. C'est la loi. Si un promoteur vous demande 10% de réservation pour une livraison prévue dans 2 ans ou dans 3 ans, ce n'est pas possible. Et si vous avez un doute, vous prenez un conseil. Pour prendre le fil des différentes étapes, deuxième étape, l'acte authentique, l'acte de vente. Quelques semaines après la réservation, vous allez passer devant votre notaire pour signer l'acte de vente définitif. C'est le moment où vous devenez officiellement propriétaire d'un bien en construction, d'un plan, en d'autres termes. Cet acte authentique va devoir reprendre toutes les caractéristiques du bien qu'on a évoqué juste avant. Il va préciser le prix définitif, l'échéancier des paiements, c'est ce qu'on appelle l'appel de fonds. Il mentionne toutes les garanties dont vous bénéficiez. La troisième étape, c'est un point crucial, c'est que là les choses deviennent très concrètes, ce sont les appels de fonds. Vous ne payez pas tout d'un coup quand vous achetez sur plan. Vous payez progressivement au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Bon, c'est logique, vous allez financer la construction au fur et à mesure de son avancement. Mais attention, et c'est fondamental, ces appels de fonds sont strictement encadrés par la loi. Le promoteur ne peut pas faire n'importe quoi, demander ce qu'il veut quand il veut. Voici les plafonds légaux. Notez-les, gardez-les, mais vous pourrez les retrouver bien entendu facilement sur Internet ou dans les différents ouvrages. Il faut que vous les vérifiez à chaque appel de fonds. À l'achèvement des fondations, c'est 35% maximum du prix. La mise hors d'eau, c'est-à-dire quand la toiture est posée, 70%, et l'achèvement des travaux, 95%. Les 5% restants, direz-vous, ils sont versés à la livraison, quand vous prenez possession du bien. Imaginons que vous achetez un appartement 300 000 euros. Quand les fondations sont terminées, c'est un maximum de 105 000. Le toit posé, 210 000 et l'achèvement, 285 000. Les 15 000 euros restants, vous les verserez quand vous récupérez les clés. Si un promoteur vous envoie un appel de fonds qui dépasse un pourcentage, vous êtes en droit de refuser l'excédent. C'est illégal. Point. D'accord? Donc là, je vais vous dire quelque chose. Par contre, parfois, ça arrive. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Les promoteurs vont gonfler les appels de fonds, vont dire qu'en fait, il y a des choses qui étaient inattendues et qui vont déclarer des étapes atteintes alors qu'elles ne le sont pas. Ils vont jouer sur les hauts, donc il faut que vous vérifiez. Votre protection, c'est vérifier, toujours vérifier, encore vérifier. Vous pouvez aller sur le chantier, vous prenez des photos, vous comparez avec ce que dit l'appel de fonds, et en cas de doute, vous faites assister par un conseil juridique. La quatrième et dernière étape, c'est la livraison. Le chantier est terminé, le promoteur vous convoque pour la remise des clés, c'est le grand jour. Mais attention, ce jour-là, vous n'allez pas simplement récupérer vos clés en souriant, ce jour-là, vous allez procéder à ce qu'on appelle la réception du bien. C'est un acte juridique majeur. Là-dessus, j'insiste vraiment, la réception, c'est absolument fondamental. Le jour de la livraison, vous visitez votre appartement, votre maison avec le promoteur ou son représentant. Vous allez tout inspecter. Le mur, les sols, les plafonds, les portes, les fenêtres, les volets, la plomberie, l'électricité, le chauffage, les finitions, les équipements, enfin bref, tout. Et vous allez noter sur un document officiel et contradictoire tous les défauts que vous constatez, toutes les malfaçons, les non-conformités, par rapport à ce qui était prévu. Ces observations, c'est ce qu'on appelle les réserves. Mon conseil, et je suis extrêmement sérieux, ne faites jamais cette visite seul. Absolument jamais. Faites-vous accompagner par un professionnel, un architecte, un maître d'œuvre indépendant, un expert en bâtiment, un huissier de justice. C'est très important, je pense, de faire appel à un huissier de justice. Alors, faire appel à un avocat à ce stade, c'est assez inutile, parce que l'avocat pouvoir vous conseiller, ça fait plus peur et c'est incitatif, mais il faut vraiment faire appel à quelqu'un qui s'y connaît dans la notion structurelle. C'est pour ça que je pense qu'un expert en bâtiment, c'est bien. Un huissier, c'est la valeur officielle des constats. Un avocat va faire des constats lors de cette visite, mais un avocat, c'est pas un officier ministériel, d'accord? Un huissier, si. Parce qu'au jour de la livraison, vous serez tout excité, vous serez fatigué, c'est l'aboutissement de mois et d'années d'attente, vous avez envie de signer vite et de poser vos cartons. C'est exactement ce sur quoi comptent certains promoteurs peu scrupuleux. Les défauts, vous ne les signalez pas le jour de la livraison, il sera beaucoup plus difficile de les faire reprendre en charge ensuite. Pas impossible, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus difficile. Alors prenez ce temps, soyez méthodique et n'hésitez pas à mettre des réserves, même si le commercial vous regarde de travers. Maintenant, on va parler des garanties, parce que c'est là que la VFA montre toute sa force protectrice, pour vous rassurer un petit peu, être un peu positif. En VFA, vous bénéficiez de plusieurs garanties légales, des garanties que le promoteur ne peut pas écarter, même s'il le voulait. Tout d'abord, on a la GFA, la garantie financière d'achèvement. C'est la plus importante. Et la GFA, qu'est-ce que c'est? Vous avez acheté un appartement pour 300 000 euros, vous avez déjà versé 200 000 euros d'appel de fonds et le promoteur fait faillite, liquidation judiciaire. Et bien là, avec la GFA, c'est un organisme qui est pris par un organisme financier, c'est un engagement pris par un organisme financier, une banque, une compagnie d'assurance, qui va venir garantir l'achèvement de votre immeuble. Concrètement, si le promoteur ne peut pas finir le chantier, le garant prendra le relais. Il mettra à disposition les fonds nécessaires pour terminer les travaux.
Alors attention, ça c'est vraiment obligatoire, hein. Depuis 2015, aucun promoteur n'a le droit de vendre en VFA sans avoir cette garantie. Il faut toujours le vérifier, c'est mieux. Déjà, si votre promoteur l'a pas, c'est très mauvais signe et vraiment, c'est à fuir. Il ne faut pas signer avec lui. C'est une condition sine qua non, normalement, de la signature de l'acte de vente. C'est important, vérifier, revérifier. Vérifier qu'elle est bien délivrée par un organisme sérieux, demandez d'avoir le document, et le notaire doit d'ailleurs normalement s'en assurer. Mais rien ne vous empêche de le faire vous-même, bien sûr. Au-delà de la GFA, vous bénéficiez de toutes les garanties liées à la construction neuve. Ça, on y reviendra par la suite dans un autre chapitre, mais par exemple la garantie de parfait achèvement. Un an après la réception, le constructeur doit réparer tous les ordres que vous signalez. La garantie biennale, ou dite garantie de bon fonctionnement, pendant 2 ans, elle couvre tous les éléments d'équipement dissociables du bâtiment. Les volets, les radiateurs, la robinetterie, ce genre de choses. Et bien sûr, la garantie décennale, la plus connue pendant 10 ans, tout ce qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui le rend impropre à sa destination est couvert. Mais je reviendrai plus en détail sur ces 3 garanties dans le module suivant. La deuxième partie de ce module, c'est le deuxième contrat. Vous vous en souvenez, on avait vu tout à l'heure, VFA, acheter sur plan, et le CCMI, c'est faire construire sa maison. Alors le CCMI, c'est le contrat de construction de maison individuelle. Si la VFA concerne plutôt les appartements et les programmes collectifs, le CCMI, lui, comme son nom l'indique, c'est la maison individuelle, la maison pavillonnaire, d'accord, ou ce qu'on appelle encore les lotissements. Cette maison à vous, et vous allez faire construire sur votre terrain. Alors un peu de contexte, le CCMI, c'est un contrat qui a été créé en 1990, parce qu'avant c'était un peu le Far West. Dans les années 80, la maison individuelle c'était un véritable nid à contentieux, des constructeurs qui apparaissent, qui disparaissent avec l'argent, des maisons jamais terminées et des centaines de particuliers, et même des milliers ruinés. Le législateur a donc décidé de mettre de l'ordre. Et le CCMI, c'est cet ordre. Un contrat qui est ultra encadré, ultra protecteur, pour vous, normalement. Alors qu'est-ce que le CCMI exactement? C'est un contrat par lequel votre constructeur va s'engager à réaliser pour vous une maison individuelle sur un terrain qui vous appartient et que vous êtes en train d'acquérir moyennant un prix convenu à l'avance et dans un délai déterminé. Le CCMI va exister sous 2 formes, et c'est important de les distinguer. Première forme, le CCMI avec fourniture de plan. C'est la forme la plus courante. Le constructeur vous propose un modèle de maison, souvent issu de son catalogue, qu'il va adapter à votre terrain et à vos souhaits. Il vous fournit les plans, réalise les travaux et s'occupe de tout. Dans ce cas, le contrat est extrêmement détaillé. Le code de la construction et de l'habitation va imposer un contenu très précis. Contenu très précis, des mentions obligatoires, des garanties spécifiques. Et on va y revenir. Deuxième forme, le CCMI sans fourniture de plan. Là, c'est un peu différent. Vous faites appel à un architecte indépendant pour concevoir votre maison. Vous avez les plans de cet architecte et vous allez chercher un constructeur. Là, le contrat est un petit peu moins encadré parce que vous êtes considéré comme plus impliqué dans le projet, plus averti. Mais en fait, vous allez bénéficier quand même des mêmes protections. Ça se fait beaucoup, notamment dans la plus jeune génération, les trentenaires ou les quarantenaires, à faire appel à des architectes. Par exemple, vous allez trouver, ça se fait beaucoup maintenant, trouver des choses sympas sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, etc. C'est eux qui font les plans et puis ensuite vous allez voir le constructeur. Alors, dans la grande majorité des cas, quand on parle de CCMI, on parle de CCMI avec fourniture de plans. C'est ce que proposent les constructeurs de maisons individuelles qu'on voit dans les publicités, les salons de l'habitat, etc., ou dans les zones commerciales. C'est sur celui-ci que je vais me concentrer parce que c'est celui que vous allez probablement signer. Un CCMI avec fourniture de plan, c'est un contrat qui doit obligatoirement contenir un certain nombre de mentions. Et là, la loi est stricte. Première mention, désignation du terrain. Le contrat doit décrire précisément le terrain sur lequel la maison va être construite. Adresse, référence cadastrale. Référence cadastrale, c'est quand vous regardez dans le PLU. Par exemple, je dis n'importe quoi, AC 380. Ça permet de connaître exactement la législation qui s'applique. Le contrat doit également indiquer la surface, la description de la maison, les plans, les coupes, la liste détaillée des travaux compris dans le prix, les matériaux utilisés, très importants, et les équipements prévus. C'est là un point d'attention, il faut vraiment être extrêmement vigilant. La notice descriptive, c'est ce document qui va détailler tout ce qui est compris dans le contrat. C'est votre Bible. Vous devez la lire intégralement. Comparez-le avec ce que le commercial vous a promis oralement. Là, j'insiste vraiment, ça c'est une chose qui me vient en tête, mais c'est très important. J'ai très régulièrement des clients qui me disent, par exemple, c'est pour faire un petit aparté, mais sur les délais de livraison. Les clients me disent, en fait, le bien devait être livré n'importe quoi, en avril 2026, c'est ce que m'a dit le commercial, et puis quand on regarde le contrat, en fait, c'est marqué dernier trimestre 2026. Donc la plaquette publicitaire, ça n'a aucune valeur. Il faut vraiment que vous alliez pour les délais de livraison, il faut que vous regardiez ce qu'il y a dans l'acte notarié. C'est surtout ça qui compte. Je ferme la parenthèse. Si le commercial vous promet un carrelage haut de gamme dans toute la maison, mais que finalement la notice descriptive indique, je dis n'importe quoi, carrelage standard, c'est le carrelage standard que vous aurez.
Troisième mention, bien entendu, c'est logique, c'est le prix. Un prix forfaitaire et définitif. C'est une protection majeure du CCMI. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le constructeur s'engage sur un prix global pour l'ensemble des travaux décrits dans le contrat. Et ce prix ne peut pas le modifier tout seul. Si vous demandez des modifications en cours de chantier, une extension ou des matériaux plus luxueux, c'est normal, ça donnera lieu à un avenant avec un surcoût, mais le prix, lui, restera celui qui est le prix initial, normalement, sans modification, si vous ne demandez pas de modification. Petite nuance, ce contrat peut prévoir une clause de révision du prix en fonction d'un indice officiel, qui est l'indice BT01, typiquement, qui mesure l'évolution des coûts de la construction. Ça, on l'a beaucoup vu après le Covid. Alors cette révision, elle est encadrée, elle ne peut jouer que dans certains cas limites, mais elle existe. Donc vérifiez si votre contrat le prévoit et dans quelles conditions. Quatrième mention, l'une des plus importantes, mais je l'ai déjà évoqué il y a quelques instants, c'est le délai de réalisation. Le contrat doit indiquer la date à laquelle les travaux seront terminés. Soit une date précise, ce qui est quasiment jamais le cas, soit un délai à compter d'un événement, par exemple X mois après l'obtention du permis, soit un trimestre. En général, c'est plutôt ça. Et ce délai, il a sorti de pénalité de retard. On va en parler juste après. Cinquième mention, les conditions suspensives. Les conditions suspensives, l'obtention d'un prêt, l'obtention d'un permis de construire, etc. Si ces conditions ne sont pas réalisées, le contrat est annulé, et bien vous récupérez vos versements. Alors maintenant, on va parler de ce qui fait la force du CCMI, ce sont les garanties. La plus importante, c'est la garantie de livraison, à un prix et un délai convenu. Alors comment ça fonctionne? Le constructeur doit, avant de signer le contrat avec vous, obtenir une garantie de livraison auprès d'un établissement bancaire. On l'a vu tout à l'heure avec la VFA, c'est une obligation légale, d'accord? Exiger de voir la garantie de livraison. Je suis désolé de me répéter si vous avez déjà écouté le passage sur la VFA, mais il faut vraiment que vous regardiez. Deuxième garantie, c'est la garantie de remboursement. Dans certains cas, le constructeur peut vous demander de verser un acompte à la signature avant même le début des travaux. Cet acompte, il est plafonné par la loi. 3% du prix si le constructeur dispose de la garantie de livraison, 5% sinon. Mais surtout, cet acompte doit être couvert par une garantie de remboursement. Si les travaux ne démarrent pas dans le délai prévu, vous devez pouvoir récupérer votre argent. Ensuite, comme en matière de VFA, vous bénéficiez de garanties légales de construction. Parfait achèvement pendant 1 an, biennal pendant 2 ans, comme son nom l'indique, décennale pendant 10 ans, plus l'assurance dommage ouvrage que je vais vous expliquer dans les prochains modules. Avant d'entamer la dommage ouvrage, on va voir la partie 3, les pièges à éviter. Maintenant, vous comprenez les deux régimes, VFA et CCMI, et il est temps de parler de ce qui peut mal tourner. Des pièges, des arnaques, des pratiques à la limite de la légalité. Parce que oui, malgré toutes les protections dont vous disposez en tant que particulier, on l'a vu avec un régime qui est assez protecteur, il y a des constructeurs et des promoteurs qui essaient de passer entre les mailles du filet. Premier piège, c'est ce que j'appelle le faux CCMI. C'est une pratique que je vois quand même assez régulièrement et qui peut avoir des conséquences désastreuses. Voilà le scénario qui se passe la plupart du temps. Un particulier veut faire construire sa maison, il contacte un maître d'œuvre ou un coordonnateur de travaux, comme ça arrive souvent, qui lui propose de gérer son projet. Ce professionnel ne se présente pas comme un constructeur, il dit qu'il va simplement coordonner les différents artisans. Ça, c'est du vécu, ce que je vous dis, et suivre le chantier pour vous. Vous signez un contrat de maîtrise d'œuvre et pas un CCMI, un contrat de construction de maison individuelle. Alors le problème, c'est qu'en réalité, si ce maître d'œuvre fournit les plans et se charge de réaliser l'ensemble de la construction, même en faisant intervenir des sous-traitants, il devrait légalement vous proposer un CCMI. Et en ne le faisant pas, il est malin puisqu'il échappe à toutes les obligations du CCMI. Pas de garantie de livraison, pas de prix forfaitaire, pas de prix définitif, pas de prix d'encadrement des appels de fonds, pas de pénalité de retard fixée légalement. Vous pensez être protégé, en réalité vous êtes à nu. Donc faites très attention aux faux CCMI, d'accord? Alors, quelles conséquences? Les conséquences concrètes, c'est que le, entre guillemets, maître d'œuvre, s'il fait faillite en cours de chantier, vous n'avez pas de garantie de livraison, vous vous retrouvez avec une maison à moitié construite et aucun recours efficace, le chantier prend des mois de retard, pas de pénalité. Vous n'avez droit qu'à ce qui est prévu dans votre contrat qui ne prévoit rien ou des pénalités dérisoires. Le coût final dépasse le budget initial de 30%, pas de prix forfaitaire, vous devez payer. Alors comment se protéger? Comment éviter ce piège? Bien, première règle, si quelqu'un vous propose de construire votre maison clé en main avec une fourniture de plans, ça c'est hyper important, c'est un CCMI. Peu importe comment il se présente, vous exigez un contrat de construction de maison individuelle, il faut que le terme, les propos figurent dans le contrat. Deuxième règle, vous vérifiez les garanties. Un vrai constructeur en CCMI doit vous fournir une attestation de garantie, de livraison,
délivrée par un organisme agréé. Si cette attestation existe, c'est bien. Si elle n'existe pas, vous devez fuir, ne signez pas. Troisième règle, en cas de doute, faites vérifier votre contrat par un avocat avant de le signer. Les honoraires d'une consultation juridique, c'est quelques dizaines, voire quelques centaines d'euros. D'accord, une construction qui tourne mal, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Bon, le calcul est vite fait. Au cabinet, pour une consultation téléphonique ou visioconférence, on est à environ 80 euros TTC. Alors, également, deuxième piège, les appels de fonds illégaux. J'en ai déjà parlé pour la VFA, mais le problème, il existe aussi pour les CCMI. En CCMI, l'échelonnement des paiements est strictement encadré. Un constructeur ne peut pas vous demander ce qu'il veut quand il veut. La loi indique qu'à l'ouverture du chantier, c'est 15%, achèvement des fondations 25%, achèvement des murs 40%, mise hors d'eau 60%, cloison et mise hors d'air 75%. À l'achèvement des travaux d'équipement, plomberie, menuiserie, chauffage 95%, et les 5%, la réception, on l'a déjà vu. Alors il y a des problèmes qui sont fréquents. Certains constructeurs, pas tous heureusement, essaient de gonfler les appels de fonds. Ils vont déclarer une étape atteinte, on l'a vu tout à l'heure déjà, alors qu'elle ne l'est pas. Ils vous pressent de payer rapidement en jouant sur votre impatience. Pire, ils vous demandent des paiements en dehors de toute logique d'avancement. Des avances de trésorerie, des provisions pour matériaux, là encore c'est du vécu. Des choses qui n'ont aucune base légale. Votre protection, c'est ne payer jamais sans vérifier. Avant de régler un appel de fonds, assurez-vous que l'étape correspondante est réellement atteinte. Allez sur le chantier, prenez des photos avec la date, comparez l'échéance contractuelle. Et si vous avez un doute, faites constater par huissier l'état d'avancement du chantier. Troisième piège, les modifications non formalisées. En cas de chantier, vous allez peut-être vouloir apporter des modifications à votre projet. Déplacer une cloison, ajouter une fenêtre, c'est tout à fait normal. Changer de carrelage, c'est humain. Mais attention, toute modification doit faire l'objet d'un avenant écrit. Pourquoi? Parce que le risque, c'est si vous demandez ces modifs, qu'il n'y a pas d'avenant, on va vous envoyer des scuds de facture et ça sera fait. Donc, ça sera difficile de payer. Le risque, c'est que vous demandez oralement au conducteur de travaux de déplacer une prise électrique, il vous dit pas de souci, les travaux sont faits et à la fin du chantier, on vous présente une facture supplémentaire de 500 euros. Donc ça arrive de manière extrêmement régulière. C'est très souvent, toutes les semaines, j'ai envie de dire que j'ai des clients qui me contactent pour ce type de soucis. Alors vous allez protester, vous dites que vous n'avez jamais accepté le prix, le constructeur vous dit que les travaux ont été faits et qu'il faut les payer. Et bien ça c'est un grand classique. Sans avenant écrit, c'est parole contre parole. Donc la bonne pratique c'est simple, tout doit être écrit. Vous voulez une modification, vous faites un mail en ce sens, vous demandez un devis écrit. Vous recevez le devis, vous le signez et vous vérifiez que ça correspond bien à ce que vous avez demandé. Ça peut sembler lourd administratif, mais c'est votre protection absolue. On va récapituler ce module 1, ce chapitre 1, si vous le voulez bien. On arrive donc à la fin de ce premier module et on a vu plusieurs choses. VFA et CCMI sont deux régimes juridiques distincts. La VFA, c'est l'achat sur plan, pour des appartements, des programmes collectifs. Vous achetez un bien qui sera construit par un promoteur, vous êtes acquéreur. Le CCMI, c'est la construction d'une maison individuelle par un constructeur, sur votre terrain, c'est le vôtre, vous êtes maître d'ouvrage. Les deux régimes offrent des protections importantes mais différentes. En VFA, vous avez des GFA, garanties financières d'achèvement, qui vous protègent en cas de faillite. Les appels de fonds sont plafonnés par la loi. En CCMI, c'est la garantie de livraison à prix et délai convenu qui vous protège. Les pièges existent mais peuvent être évités. Le piège principal, on l'a vu il y a quelques instants, il y a 2 ou 3 minutes, méfiez-vous des faux CCMI et exigez toujours la garantie de livraison. Vérifiez systématiquement les appels de fonds avant de payer. Formalisez toutes les modifications par des avenants écrits. Et surtout, je ne le répéterai jamais assez, faites-vous accompagner par un avocat pour la relecture du contrat, par un professionnel du bâtiment pour visite de chantier et, souvenez-vous, on l'a vu tout à l'heure, la réception. Cet accompagnement, c'est un investissement, c'est pas une dépense, d'accord? Il ne faut pas voir combien ça vous coûte, mais combien ça peut vous rapporter et combien ça va vous éviter de payer pour la suite. Ceci étant dit, maintenant, je vous propose d'évoquer le prochain module, le chapitre 2, si vous préférez, où on va entrer dans le vif du sujet. On va parler des retards, des problèmes, des malfaçons. C'est ce moment crucial qu'est la réception de votre bien. Et les 3 garanties légales qui vous protègent pendant des années après la construction. C'est le cœur du contentieux dans la construction et c'est là que les batailles se gagnent ou se perdent. On va donc voir ensemble tout de suite le module numéro 2, le chapitre 2, que j'appelle la pathologie. On va parler retard, malfaçon et les 3 garanties qui vous protègent.
Bienvenue de retour pour ce module 2, ce chapitre 2, si vous avez fait une petite pause. Dans le premier module, nous avons posé les fondations, c'est le cas de le dire. Vous avez maintenant la possibilité de distinguer un VFA d'un CCMI et vous connaissez les garanties de base. Vous savez quel piège éviter à la signature. Mais soyons honnêtes, si vous écoutez cette masterclass, ce n'est probablement pas pour simple curiosité intellectuelle. C'est parce que vous avez peur que quelque chose tourne mal, ou peut-être que quelque chose a déjà mal tourné dans votre projet. Et ce module numéro 2, c'est le plus important, c'est le cœur du sujet. C'est là qu'on entre dans le dur, les problèmes concrets, les situations réelles. C'est ce qui se passe quand le rêve se heurte à la réalité du chantier. On va parler retard, malfaçon, et de ce moment absolument crucial qui est la réception. On n'arrête pas de le dire. Si vous n'avez pas suivi le module numéro 1, je vous invite à y retourner, parce qu'on a évoqué des choses assez importantes sur ce sujet de la réception notamment. Le but ici, c'est de parler de ces garanties qui vont vous protéger pendant des années. Je vais être franc avec vous, ce module ne va pas forcément être agréable à écouter parce qu'on va faire un peu peur, on va parler des problèmes, des conflits, des procédures, mais c'est précisément pour ça que c'est essentiel. Parce que dans un litige de construction, et là c'est un peu on va dire un faux secret, mais en droit c'est comme ça, celui qui gagne c'est celui qui sait. On dit toujours qu'on est à l'ère de l'information, mais c'est la vérité. Celui qui connaît ses droits, c'est celui qui a anticipé, c'est celui qui a documenté. Et bien c'est lui qui gagnera son litige. On va d'abord voir une première partie qui est une partie qui est monstrueuse en termes de contentieux ici au cabinet, ce que j'appelle la partie des retards. C'est un fléau silencieux. Partie 1, les retards. Le retard de livraison, c'est probablement le problème le plus fréquent en matière de construction. Et paradoxalement, c'est celui que beaucoup de particuliers sous-estiment. Pourquoi? Parce qu'au début, on se dit, bon, c'est pas si grave, quelques semaines, un mois, 2 mois, on relativise. On se dit que c'est normal, que c'est la construction et que les aléas font partie du jeu. Et puis les semaines deviennent des mois, les mois s'accumulent et là, les conséquences deviennent très concrètes. Moi, très franchement, des dossiers de retard de construction, on est à plus de 18 mois, j'en ai actuellement plus d'une douzaine en cours. Donc c'est quelque chose qui est, c'est quasiment un par mois. J'ai des dossiers où on est à plus d'1 an de retard. D'accord? Là, les conséquences peuvent être extrêmement importantes. Alors, petit exemple, pour dresser un peu un tableau, vous avez prévu d'aménager en septembre, vous avez donné votre préavis pour votre logement actuel, vous avez inscrit vos enfants dans leur nouvelle école, vous avez même peut-être déjà vendu votre ancienne maison. Et puis en août, le constructeur vous dit que la livraison sera repoussée finalement à décembre. Mais qu'est-ce qui se passe? Premièrement, vous devez trouver un logement temporaire, location meublée, hôtel, hébergement chez la famille. Ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent et beaucoup d'agacement et beaucoup de stress. Deuxièmement, vous avez peut-être déjà un crédit immobilier, vous commencez peut-être déjà à rembourser mensualité pour une maison que vous n'habitez même pas. Double charge financière. Troisièmement, si vous avez vendu votre ancien logement avec une date de libération précise, vous êtes dans une situation impossible. Vous devez partir et vous n'avez nulle part où aller. Quatrièmement, je l'ai indiqué dans le passé, mais il y a le stress, l'angoisse, l'impact sur votre famille, votre santé, votre travail. Des mois d'incertitude, des coups de fil au constructeur, on s'énerve, il ne répond pas, des nuits blanches à se demander si cette maison elle verra finalement le jour. Je vais vous raconter une histoire, un exemple qui est tiré du livre que j'ai publié et dont j'ai déjà parlé. Celle du projet d'une ville qu'on appellera la ville Horizon. D'accord? Un couple de primo-accédants signe un CCMI en février 2021. Maison de plein pied, 118 mètres carrés, 262 000 euros. Livraison prévue janvier 2022. 11 mois de travaux. Mai 2021, le chantier démarre, tout semble normal. Juillet 2021, des pluies exceptionnelles qui révèlent un problème que le constructeur n'avait pas anticipé. Une poche d'argile gonflante dans le sol. Alors, je suis désolé pour ceux qui ont déjà écouté le module numéro 1, mais je reprends le même exemple. Pourquoi est-ce que le constructeur n'avait pas anticipé? Parce qu'il avait jugé qu'une étude de sol approfondie n'était pas nécessaire. Première erreur, 6 semaines de retard. Novembre 2021, rupture d'approvisionnement en tuiles, le constructeur propose un modèle équivalent avec une plus-value de 4 200 euros. Le couple refuse, mais le constructeur suspend le chantier, 3 mois de retard supplémentaire. Et finalement, en février 2022, date à laquelle ils auraient dû emménager, le constructeur est placé en redressement judiciaire, 14 chantiers à l'arrêt. Pourquoi est-ce que je prends toujours cet exemple? Parce que vous imaginez la situation de ce couple. Ils ont versé plus de 180 000 euros, maison à moitié construite, un prêt qui court, ils paient un loyer, leur constructeur est en faillite. La suite, je l'ai rencontré dans l'introduction, c'était le garantie de la livraison qui avait fonctionné. D'accord? Mais le problème, c'est les retards.
Voyons un peu les causes légitimes et illégitimes de retard. Ça, c'est hyper important. Je suis certain, si vous écoutez ce podcast et que vous avez sous les yeux votre projet de contrat de construction de maison individuelle ou de VFA, vous allez voir, il y a une clause légitime de retard. Systématiquement, on va vous parler d'intempéries. C'est sûr et certain, vous avez la clause intempérie. Regardez, chapitre 4, 3, j'en sais rien, intempéries. Ben, cette clause intempérie, systématiquement, on va vous l'opposer. On va vous dire, mais en fait, il y a du retard parce qu'il y a eu des intempéries il y a 3 mois. Les intempéries doivent vous être notifiées immédiatement en temps réel. On ne peut pas vous dire en février 2027, eh bien, en fait, votre maison elle aura 6 mois de retard parce qu'il y a un an, il y a eu des intempéries. C'est pas comme ça que ça se passe, mais c'est pas comme ça que ça doit se passer normalement légalement. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Le promoteur va vous dire, mais en fait, il y a eu 6 mois, il y a 6 mois, il y a eu des intempéries pendant 15 jours. Ah, on vous l'a pas dit? Ah bah oui, en fait, donc on a pris 15 jours de retard. La jurisprudence, la loi exige que les propriétaires soient informés immédiatement quand il y a un arrêt de chantier, une intempérie. Il y a une intempérie le 16 janvier 2026, eh bien, il faut que le 17 janvier 2026, vous ayez un mail qui vous dise qu'il y a une des intempéries, aujourd'hui on n'a pas travaillé sur le chantier. C'est trop facile de vous dire 6 mois après, en fait il y a 6 mois on n'a pas travaillé pendant 15 jours, mais c'est ce qui se passe tout le temps, d'accord? Alors, tous les retards ne sont pas la faute du constructeur. Il existe des causes légitimes de prolongation des délais. Les causes légitimes, quelles sont-elles? Les intempéries exceptionnelles. Je parle de vraies intempéries, pas d'un peu de pluie, pas d'un peu de neige, d'accord? Des inondations, des tempêtes, des épisodes de gel prolongés qui empêchent physiquement de travailler. Les cas de force majeure, on pense que ça n'existe jamais. Les cas de force majeure, c'est des choses qu'on apprend à la fac, on se dit, bon, pandémie, guerre, ça n'arrive jamais. Ben, si, pandémie, on l'a eu. Guerre, j'espère pas, mais c'est quelque chose qui se passe aux portes de l'Europe. Mais pandémie, guerre, catastrophe naturelle. Le Covid-19 a été reconnu comme une cause légitime de prolongation dans de nombreux dossiers. Les recours des tiers, par exemple, si un voisin attaque votre permis de construire, le chantier peut être suspendu. La modification qui est demandée par vous si vous demandez des travaux supplémentaires importants. Ces clauses, elles sont généralement prévues dans le contrat, donc vérifiez-le. Alors, quelles sont les causes illégitimes? Ne sont pas légitimes les problèmes d'organisation interne du constructeur. J'ai pris trop de chantier, j'ai un sous-traitant qui n'est pas venu, j'ai pas de nouvelles de mon sous-traitant, on a un problème de livraison de matériel, il manque du personnel, voilà, il a plu. Problème de trésorerie, ça c'est pas votre problème. Les difficultés avec les sous-traitants, c'est un grand classique. Le constructeur, il est responsable de sa chaîne de sous-traitants. Si un sous-traitant a introduit du faux bon, c'est son problème. Le fait de dire ah, j'ai un problème, j'ai un sous-traitant qui va planter, ou mon sous-traitant a des difficultés, il est pris par le temps, mais vous, ça ne vous concerne pas. C'est pas votre souci. Et c'est pas non plus le souci du juge s'il est saisi. Les problèmes avec les sous-traitants, ça ne concerne pas du tout le propriétaire. Et ça ne peut jamais justifier un retard. D'accord? Les problèmes d'approvisionnement, c'est la même chose. Ok? La mauvaise anticipation des commandes, c'est la responsabilité du promoteur. On va parler d'un sujet qui est un sujet majeur, qui est celui des pénalités de retard. Les pénalités de retard pour les CCMI, c'est la loi qui vient de fixer. C'est 1 à 3 millième par jour de retard. D'accord? Donc, par exemple, si votre maison coûte 300 000 euros, ben, le minimum légal, c'est 1 3 millième par jour, soit 100 euros par jour de retard. Maintenant, attention, le contrat peut prévoir des pénalités supérieures au minimum légal. Je veux dire que c'est tant mieux pour vous, mais il ne peut pas prévoir des pénalités inférieures. D'accord? Ça, ce n'est pas possible. Si votre contrat prévoit 50 euros par jour de retard pour une maison à 300 000 euros, ben, c'est totalement illégal. Vous pouvez réclamer le minimum légal. Pour réclamer ces pénalités, il faudra d'abord constater le retard, donc connaître la date de livraison qui est dans le contrat, d'accord? Ensuite, vous mettez en demeure le constructeur de payer, LRAR. Donc ça, on peut s'en occuper bien entendu au cabinet, c'est ce qu'on fait assez régulièrement. Et si le constructeur refuse de payer, ce qui arrive quasiment tout le temps, ben on saisira la justice. On fera une assignation devant le tribunal judiciaire en paiement. Ça, c'est un grand classique aussi du cabinet et des procédures qu'on met en place. Alors, soyons réalistes, les pénalités de retard ne compensent pas tout. Si vous avez dû payer 6 mois de loyer pour un logement temporaire, les pénalités de retard couvriront peut-être une partie de cette dépense, mais pas forcément la totalité. C'est pourquoi, en plus des pénalités contractuelles, vous pouvez réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice supplémentaire que vous avez subi. Frais de relogement, frais de garde-meubles, frais de déménagement supplémentaire, préjudice moral, etc. Donc vous gardiez tous les justificatifs, toutes les factures. Les retards, c'est un problème. Il y a pire que les retards, ce sont les malfaçons. D'accord? Ce qui me permet d'aborder la partie 2 de ce chapitre 2, la réception, que j'appelle aussi le moment de vérité. Une maison qui est livrée en retard, c'est embêtant. Mais une maison qui est livrée avec des défauts, c'est catastrophique. Pour bien comprendre comment vous protéger contre les malfaçons, il faut comprendre un moment absolument crucial qui est la réception.
La réception, c'est l'acte par lequel vous, maître d'ouvrage, vous déclarez accepter l'ouvrage sans réserve. Sans réserve, ça veut dire que vous l'acceptez tel quel. La réception, c'est également parfois accepter l'ouvrage avec réserve. On va voir le distinguo qui est extrêmement important. Je répète parce que c'est fondamental. La réception, c'est un acte juridique. Ce n'est pas une simple formalité. Ce n'est pas juste récupérer les clés en signant un papier. C'est un moment qui va déterminer vos droits pour les 10 années à venir. Pourquoi c'est important? Pourquoi la réception est-elle si importante? Premièrement, c'est la réception qui fait démarrer les garanties légales. La garantie parfaite d'achèvement d'1 an, la garantie biennale de 2 ans, les décennales de 10 ans sont garanties, toutes ces garanties à compter de la date de réception, pas avant. Deuxièmement, c'est dans la réception que vous listez les défauts apparents. Les défauts que vous signalez, les réserves, devront être réparés par le constructeur. Les défauts que vous ne signalez pas, ce sera beaucoup plus compliqué de les faire prendre en charge par la suite. Troisièmement, c'est la réception qui libère une partie des paiements. Les 5% du prix que vous avez retenu jusqu'à la livraison, vous ne les versez qu'après la réception. Et encore, pas si vous avez des réserves. Il y a donc 2 types de réception, si vous m'avez suivi. Première situation, réception sans réserve. Vous visitez l'ouvrage, tout est OK, tout est conforme, pas de défaut apparent, vous signez le procès-verbal de réception sans mentionner aucune réserve. Dans ce cas, vous acceptez l'ouvrage tel qu'il est. Les défauts apparents, vous n'avez pas signalés, sont considérés comme acceptés. Vous ne pourrez plus vous en plaindre, sauf à prouver qu'ils étaient vraiment invisibles le jour de la réception, ce qui est très difficile. D'où l'importance de se faire accompagner d'un huissier notamment. Deuxième situation, la réception avec réserve. Vous visitez l'ouvrage, vous constatez des défauts, une fissure dans le crépi, une porte qui ferme mal, un carrelage ébréché, des traces de peinture, par exemple, sur les menuiseries. Vous allez lister tous ces défauts dans ce qu'on appelle le PV, d'accord, de réception. Ce PV de réception, ce sont vos réserves. Le constructeur a alors l'obligation de réparer ces défauts dans un délai raisonnable. S'il ne le fait pas, vous le mettez en demeure, il a 15 jours pour y remédier. À défaut, on pourra l'assigner notamment en référé dans le tribunal judiciaire. Une fois les réserves levées, c'est-à-dire une fois que tous les défauts ont été réparés à votre satisfaction, vous signez un procès-verbal de levée des réserves. Mon conseil, et je suis catégorique, ne signez jamais une réception sans réserve si vous avez le moindre doute. Pour faire plaisir au promoteur, c'est complètement idiot, d'accord? Le jour de la réception, vous serez sous pression. Le constructeur sera là, peut-être avec son commercial, le conducteur de travaux. Eux ont envie d'en finir, ils vont dire que c'est rien, que ça sera réparé. Si on vous dit non, vous inquiétez pas, ce sera réparé, c'est pas la peine de mettre dans le PV de réception, là c'est red flag, d'accord? Ça veut dire, oh punaise, ils sont en train de me la faire à l'envers. Donc si on vous dit, vous inquiétez pas, ce sera réparé, c'est pas la peine de signer le PV de réception, ça va faire perdre du temps à tout le monde, c'est une énorme... Ils essaient complètement de vous entuber, d'accord? Alors ça c'est faux, vous pouvez signer, on s'en occupera après, non. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Les promesses orales ne valent rien. Si un défaut n'est pas mentionné dans le PV de réception, ça vaut rien et vous ne le reverrez plus. J'ai déjà dit dans le module précédent, je crois de mémoire, mais faites-vous accompagner pour la réception. Un architecte indépendant, un maître d'œuvre, un expert en bâtiment, un huissier, quelqu'un qui connaît et qui sait où regarder. C'est quelques centaines d'euros, mais face à un bien qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros, c'est une assurance qui est ridicule. Et pourtant, la grande majorité des particuliers s'en passent. Donc ne faites pas cette erreur. Okay. Alors, checklist. Concrètement, que faut-il vérifier lors de la réception? La structure et le gros œuvre. État des murs intérieurs, extérieurs, fissures, défauts d'aplomb. L'état des sols, planéité, fissures. État des plafonds, figure traces d'humidité, les fissures, le fonctionnement des portes-fenêtres, l'état de la toiture. Sur les finitions, les peintures, le carrelage, les faïences, les postes de plainte et les finitions. Sur l'électricité, c'est le fonctionnement de toutes les prises. Prenez un testeur, testez les interrupteurs, les points lumineux. Présence et fonctionnement surtout très important du tableau électrique, et la conformité du consuel, avec le certificat de conformité électrique. Même chose pour la plomberie, vous pouvez faire fonctionner tous les robinets, les WC, vous regardez s'il n'y a pas de fuite apparente. Aussi, vous regardez bien le fonctionnement du chauffe-eau et de la chaudière. Pareil pour le chauffage et la ventilation, et puis pour l'extérieur, vous regardez les façades et l'état du terrain. Alors maintenant, une précision importante. Certains défauts ne sont pas visibles le jour de la réception. Ils ne se relèvent qu'après quelques jours. Pour tous ces défauts qui sont révélés quelques jours après, quelques semaines d'utilisation, la loi a prévu ce cas. Ne vous inquiétez pas. Vous avez un délai pour les signaler. Ce délai de 8 jours à compter de la remise des clés pour les vices apparents. En VFA, vous avez 1 mois. Ce délai, utilisez-le. Vivez dans votre maison pendant quelques jours, testez tout. Et si vous découvrez des défauts, vous le signalez immédiatement. Dernier point sur la réception, que faire des 5% si vous avez des réserves?
La loi vous permet de consigner ces 5%. C'est-à-dire que vous ne les versez pas au constructeur, vous les déposez un peu dans un organisme ou pour la caisse des dépôts, en attendant la levée des réserves. Mais attention, vous ne pouvez pas retenir ces 5% indéfiniment de manière arbitraire. Si les réserves sont levées, eh bien vous devrez libérer les fonds. Alors on vient de parler de la réception, on va maintenant de ce qui peut arriver après la réception. Vous avez réceptionné votre bien, vous vivez dedans, eh bien on va parler de la partie numéro 3, partie 3, les malfaçons. Malfaçon, c'est quand votre bâtiment souffre. Une malfaçon, c'est un défaut dans la construction, un défaut d'exécution, un défaut de conception, un défaut de matériaux. Quelque chose qui n'aurait pas dû se produire si les travaux avaient été réalisés dans les règles de l'art. Les malfaçons peuvent être de nature très diverse. Il y a les petites malfaçons, ce qu'on appelle parfois les désordres esthétiques, une peinture mal faite, un joint de carrelage qui se fissure, une porte qui grince. C'est gênant. C'est agaçant, mais ce n'est pas dramatique. Et puis il y a les malfaçons graves, celles qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination. Des fissures structurelles dans les murs porteurs, des infiltrations d'eau qui rendent une pièce inhabitable, un défaut d'étanchéité de la toiture, un problème de fondation qui fait que la maison s'enfonce. La qualification juridique, c'est très important. La qualification de la malfaçon est essentielle parce qu'elle détermine quelle garantie s'applique et pendant combien de temps. C'est là qu'interviennent les 3 garanties légales que je vous ai annoncées. 3 étages, c'est comme une fusée, 3 étages de protection qui vont se superposer dans le temps. Les 3 garanties légales. Écoutez-moi bien parce que c'est absolument fondamental. La garantie parfaite d'achèvement 1 an, biennale 2 ans, décennale 10 ans. Elles sont d'ordre public, c'est-à-dire que les constructeurs ne peuvent pas s'en exonérer. Vous l'avez forcément. D'accord ? Elle s'applique automatiquement. La GPA, la garantie de parfait achèvement, 1 an. La garantie de parfait achèvement, c'est la première ligne de défense. Elle dure 1 an à compter de la réception. Pendant 7 années, 1 an, 7 CETTE, le constructeur est tenu de réparer tous les désordres que vous lui signalez, tous sans exception. Alors qu'est-ce qui est couvert ? Tout. Je viens de dire tout, c'est tout. Tous les défauts qui apparaissent pendant cette première année, quelle que soit leur gravité, quelle que soit leur nature. Une fissure dans un mur, garantie de parfait achèvement. Un problème de peinture qui s'écaille, garantie de parfait achèvement. Une infiltration d'eau, garantie de parfait achèvement. Un défaut de conformité par rapport au contrat, garantie de parfait achèvement. Alors pour activer cette garantie, la question qu'on se pose, c'est comment la mettre en œuvre. C'est simple. Vous signalez le désordre au constructeur par écrit. LRR. Lettre recommandée avec accusé de réception, vous décrivez le problème, vous joignez les photos si possible et vous demandez la réparation. Le constructeur doit alors intervenir dans un délai raisonnable. S'il ne le fait pas, vous pouvez le mettre en demeure, puis si nécessaire, saisir la justice pour le faire condamner. Alors l'exception, c'est l'usure normale. Ça c'est une précision, mais la garantie de parfait achèvement ne couvre pas l'usure normale, ni les dommages causés par un mauvais entretien ou une mauvaise utilisation de votre part. D'accord ? Si vous enfoncez un clou dans le mur que ça fait un trou, ce n'est pas une malfaçon. Bon, je caricature un peu, mais c'est ce qu'il faut garder en tête. Si vous ne ventilez pas la salle de bain que les moisissures apparaissent, ce n'est pas non plus une malfaçon, bien entendu. Alors, un piège fréquent, c'est de laisser passer le délai d'un an sans rien signaler. Alors, certains particuliers découvrent des défauts au bout de quelques mois, puis attendent, on se dit, bon, allez, je le ferai la semaine prochaine, le mois prochain. Passer un an, c'est terminé, donc faites très attention. Deuxième garantie, c'est la garantie biennale, 2 ans. La garantie biennale, c'est la garantie de bon fonctionnement. Elle dure 2 ans à compter de la réception. Elle est plus limitée que la garantie parfait achèvement. Elle ne couvre pas tous les désordres, mais seulement les éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage. Vous allez me dire, c'est quoi un élément dissociable, maître Angelard ? Un élément dissociable, c'est un équipement qu'on peut enlever ou remplacer, sans toucher à la structure du bâtiment. Exemple, volets roulants, radiateurs, robinetterie, appareil de chauffage. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Les équipements de ventilation, les portes et les interphones, par exemple, Digicode. Alors, ce qui n'est pas dissociable, à l'inverse, n'est pas dissociable et donc pas couvert les éléments qui font corps. Le carrelage, les canalisations, les fenêtres, les éléments de structure. Pour activer la garantie biennale, c'est la même procédure, signalement par LRR. Notez que pendant la première année, vous êtes couvert à la fois par la garantie parfait achèvement et par la garantie biennale. En pratique, vous invoquez toujours la garantie de parfait achèvement en priorité pendant la première année car c'est plus large. On va voir maintenant la plus fameuse des garanties. Vous avez certainement entendu parler, la garantie décennale. Décennale, comme son nom l'indique, c'est 10 ans. C'est la reine des garanties. 10 ans de protection. La garantie décennale, c'est le pilier du droit à la construction en France. Elle existe depuis la loi Spinetta de 1978, une loi révolutionnaire qui a transformé la protection des maîtres d'ouvrage. La garantie décennale va couvrir les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou
rendre l'ouvrage impropre à sa destination. Compromettre la solidité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les désordres qui affectent la structure même du bâtiment. Les fondations qui s'affaissent, les murs protecteurs qui se fissurent, la charpente qui cède, ou encore le toit qui s'effondre. Ce sont des dommages graves qui menacent l'intégrité physique du bâtiment. Qu'entend-on par impropre à sa destination? Alors là, c'est un peu plus subtil, mais c'est aussi important. Subtil pourquoi? Parce qu'un ouvrage est impropre à sa destination quand il ne peut plus remplir la fonction pour laquelle il a été construit. Alors, qu'entend-on par ça? Exemple, des infiltrations d'eau qui rendent une pièce inhabitable, des problèmes d'étanchéité, un problème d'isolation thermique, des remontées capillaires. La présomption de responsabilité. Voilà ce qui fait la force de la garantie décennale. C'est une garantie, une responsabilité présumée. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous n'avez pas à prouver que le constructeur a commis une faute. Vous devez simplement prouver que le dommage existe et qu'il entre dans un champ de la garantie décennale. C'est ensuite au constructeur de prouver qu'il n'est pas responsable, par exemple en démontrant une cause étrangère, force majeure, d'accord, ou votre propre faute, le défaut d'utilisation normale. On a donc une inversion de la charge de la preuve qui est une protection considérable. Or, qui est tenu de cette garantie décennale? Eh bien, tous les constructeurs doivent vous garantir de la responsabilité de la garantie décennale. L'entrepreneur, l'architecte, le bureau d'études, le maître d'œuvre, le comptoir technique et même le vendeur. Tous ces intervenants sont tenus solidairement. Cela signifie que vous pouvez demander réparation à l'un ou à l'autre. Et ensuite, ils se retourneront les uns contre les autres. On parle également de l'assurance décennale. L'assurance décennale, c'est que la loi qui oblige tous les constructeurs à souscrire une assurance de responsabilité décennale. C'est obligatoire. Un constructeur qui n'a pas d'assurance décennale est en infraction. Cette assurance va couvrir les constructeurs lorsqu'un dommage relevant de la garantie décennale survient. C'est l'assureur qui paiera les réparations. On a également, et sur fin, l'assurance dommage-ouvrage. La dommage-ouvrage, c'est votre assurance à vous. D'accord? Il y a souvent une confusion qui est faite. C'est vous qui devez prendre la dommage-ouvrage et c'est obligatoire. La DO, la dommage-ouvrage, c'est vous qui devez la souscrire. Vous, le maître d'ouvrage, avant le début des travaux. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'elle vous permet d'être indemnisé rapidement en cas de sinistre, sans attendre qu'un tribunal détermine les responsabilités. Vous constatez une malfaçon grave, disons des infiltrations d'eau importantes, vous assignez le constructeur en justice, le constructeur conteste. Il y a d'expertise judiciaire, ça dure 2 ans. Le tribunal rend son jugement. Le constructeur fait appel, ça redure encore 2 ans. Pendant tout ce temps, votre maison fuit et vous n'êtes pas indemnisé. Avec l'assurance dommage-ouvrage, c'est différent, puisque vous allez avoir une avance sur les frais. L'assurance dommage-ouvrage, c'est donc une assurance de préfinancement. Elle préfinance les réparations. Et bien surtout, c'est obligatoire. D'accord? Alors, je vous conseille, j'ai toujours souscrit à cette assurance, c'est obligatoire, mais il n'y a pas de sanction si vous ne le faites pas. Donc, libre à vous, mais je vous le conseille quand même. D'accord? Surtout si vous revendez votre bien dans les 10 ans, le notaire pourra vous demander attestation de dommage-ouvrage. Si vous ne l'avez pas signé, ça peut faire bloquer le prix de vente. Petit tableau récapitulatif des garanties sur les différentes choses qu'on vient de voir. Parce que cela, c'était vraiment du pur droit. Okay, les 3 grandes garanties dans un tableau mental. Partie gauche de votre cerveau, garantie de parfait achèvement. 1 an, tout est couvert. Est-ce qu'il faut prouver l'existence d'un désordre? Partie centrale de votre cerveau, garantie biennale. 2 ans, qu'est-ce qui est couvert? Les équipements dissociables. D'accord? Partie droite, garantie décennale, 10 ans, qu'est-ce qui est couvert? Ce qui compromet la solidité de l'ouvrage. Il faut prouver une gravité. Ces garanties se superposent dans le temps. Première année, vous avez les garanties 1, 2 et 3. Dans la première année, la fin de la deuxième, vous n'avez plus que la 2, d'accord? Et puis passé la deuxième année, vous n'avez plus que la garantie décennale. Ça, c'est assez logique. Un point crucial, ces garanties sont des délais de garantie, d'accord? Pas des délais pour agir. La garantie décennale dure 10 ans. Cela signifie que si un dommage survient dans les 10 ans suivant la réception, vous êtes couvert. Okay, ne jouez pas avec les délais. Plus vous attendez, plus ça sera difficile de prouver les choses. Agissez vite et rapidement. On va récapituler ce chapitre 2, qui finalement était un peu plus court que ce que je pensais. J'avais prévu 45 minutes pour ce chapitre 2, mais au final, ce sont des choses techniques, mais le volume n'est pas si important que ça, en réalité, je me rends compte. Du coup, je pense qu'on fera peut-être moins de 2 heures quand même. La fin de ce deuxième module, c'était quand même des points essentiels. Les retards, ce sont un problème majeur. Ils ont des conséquences financières et personnelles lourdes. La loi prévoit des pénalités de retard, un 3 millième, on l'a vu. D'accord ? Vérifiez le contrat.
La réception, c'est le moment crucial. C'est un acte juridique qui détermine vos droits pour les 10 années à venir. Ne signez jamais sans réserve. Si vous avez le moindre doute, faites-vous accompagner. Je n'arrête pas de le dire. Ok. L'assurance dommage ouvrage, enfin, est votre meilleur ami, puisqu'elle vous permet d'être indemnisé rapidement. Dans le prochain module, le dernier avant notre conclusion, nous allons parler de prévention et de procédure. Comment documenter votre chantier pour vous protéger et si le pire arrive, comment réagir. Référé, expertise judiciaire, démarche à entreprendre. Sur tous ces sujets, je vais les prendre ici dans le chapitre 3, mais j'ai réalisé des tableaux qui sont plutôt bien faits, j'avoue, dans l'ouvrage que j'ai publié aux éditions Le Moniteur. En fait, là, tout ce que je reprends depuis tout à l'heure, c'est vraiment je suis en fait mon livre. Mais les schémas sont plutôt bien faits si vous voulez comprendre les différentes procédures dans le bouquin. Je vous mettrai le lien, bien entendu. Je peux pas mettre ici les schémas en vidéo parce que c'est une question de droit d'auteur avec l'éditeur, mais vous pouvez retrouver dans l'ouvrage. Troisième module, ce que j'appelle la contre-attaque, prévention et procédure, se protéger, puis agir. Bienvenue dans ce troisième et dernier module. Alors on a couvert beaucoup de terrain, vous connaissez maintenant les contrats, les garanties, les pièges, vous savez ce qui peut mal tourner et quelle protection vous avez, de quelle protection vous disposez. Alors savoir c'est pas tout, il faut aussi savoir agir et réagir correctement. Ici on va avoir deux parties, tout d'abord la prévention, comment vous protéger avant que les problèmes surviennent, et la deuxième partie c'est la procédure en soi. Alors partie 1, la prévention. Alors en droit il y a un adage que vous devez graver dans votre esprit, ce qui n'est pas prouvé n'existe pas. Donc c'est à vous d'apporter la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'en cas de litige avec un bien immobilier en droit de la construction, c'est à vous d'apporter la preuve. Alors, vous pouvez avoir 1000 fois raison, vous pouvez avoir subi des préjudices évidents, mais si vous ne pouvez pas le prouver, vous n'obtiendrez rien. C'est pourquoi la documentation de votre chantier est absolument cruciale. Alors, je vais vous parler d'un outil simple, gratuit et qui est efficace, c'est le journal de chantier. Un journal de chantier, c'est un document que vous allez tenir tout au long des travaux, un carnet, un fichier informatique, peu importe le support, l'important c'est vraiment de le tenir rigoureusement. Sur le journal de chantier, vous allez mettre les dates. À chaque visite de chantier, vous allez noter la date et l'heure, c'est essentiel pour reprendre la chronologie. Ça peut sembler anodin, mais si votre chantier dure 18 mois, je vous assure que ce sera extrêmement compliqué de faire rétrospectivement et rétroactivement tout ce qui s'est passé. Également, vous pouvez faire une colonne état d'avancement, où vous décrivez ce que vous voyez, les fondations ont été coulées, les murs sont montés, etc. Et puis enfin les présences, qui est présent sur le chantier, les ouvriers, combien, le conducteur de travaux, les sous-traitants, etc. Vous pouvez également mettre les anomalies et les photographies, beaucoup de photos, ça c'est important. Ce journal, il va vous servir ultérieurement en cas de difficulté à plusieurs choses. D'abord, suivre dans un premier temps l'avancement réel des travaux, vérifier que les appels de fonds correspondent à la réalité et surtout, si un litige survient, ce sera un élément de preuve précieux puisque vous pourrez démontrer que ce défaut existait ou n'existait pas à telle date. Également, vous l'avez signalé ou pas. Enfin, ça va vous donner de la crédibilité, puisque face à un constructeur qui conteste, face à un expert judiciaire, face à un juge ou un particulier qui arrive avec un journal de chantier qui est bien tenu, ça fait quand même beaucoup plus sérieux de dire je crois, de mémoire que, etc. D'accord. Également, dans le pire des cas, vous pouvez faire passer un huissier de justice, qui est un officier ministériel, et dont les constats ont une force probante opposable. D'accord. Ce que je vous conseille pour faire intervenir un huissier, mais ça vous verrez avec l'huissier, c'est vraiment de faire un constat contradictoire. Un constat contradictoire, c'est que si vous constatez une difficulté, ne faites pas passer l'huissier sans prévenir les personnes dont vous entendez mettre ensuite en cause la responsabilité. Il faut les prévenir. C'est-à-dire que là, ça sera inattaquable, le constat. Ce constat sera contradictoire. Il a été fait en contradiction avec la partie que vous entendiez mettre en cause. Également, autre règle d'or, tout doit être écrit. Si vous avez une conversation téléphonique avec le constructeur, vous lui renvoyez un mail tout de suite, dans la foulée. Bonjour monsieur, je suis en conversation téléphonique de ce jour, je vous confirme ma compréhension de notre échange. Vous m'avez indiqué que les travaux seraient terminés d'ici la fin du mois, que le retard actuel de 3 semaines sera rattrapé d'ici la livraison. Je vous remercie de me confirmer ces éléments par retour. Ça peut paraître formel, un peu lourd, mais franchement, le jour où il y aura un litige, ça sera extrêmement important. Moi, personnellement, même dans ma vie privée, dès que j'ai un problème de construction ou un problème autre personnel, avec des intervenants, des entreprises, je fais systématiquement ce système. Ça permet ensuite d'avoir des éléments si jamais il y a une difficulté. La partie 2, c'est la procédure. Là, je vais vous expliquer vraiment les procédures, comment ça se passe. Alors, les procédures requièrent la présence d'un avocat. C'est-à-dire que l'avocat est obligatoire pour les litiges en droit de la construction.
ce qu'on appelle les référés expertise, les référés préventifs ou les assignations pour retard de livraison, etc. L'avocat obligatoire, mais je vais quand même faire cette partie importante qui est la partie sur l'action judiciaire parce que ça vous permet de comprendre, de bien comprendre l'action judiciaire. Malgré toutes les précautions, malgré toute la documentation, il arrive que le conflit finalement soit inévitable. Le constructeur refuse de réparer, le promoteur va contester votre réclamation et le dialogue est rompu. On va alors passer à l'action judiciaire. Alors, beaucoup vont se dire aller au tribunal, ça fait peur, c'est compliqué, c'est long et c'est coûteux. En réalité, ça dépend des procédures. Avant de saisir la justice, il y a une étape qui est désormais obligatoire, c'est la tentative de résolution amiable. Pourquoi obligatoire? Parce que désormais, avant d'aller devant un tribunal, vous devez, alors il y a toujours des exceptions, mais vous devez en principe avoir tenté une issue amiable. L'issue amiable, c'est une mise en demeure qui est le premier acte formel de tentative amiable. Vous faites un LRAR et si pas de réponse dans un délai de 15 jours, eh bien, on pourra considérer qu'il n'y a pas d'issue amiable possible. La deuxième étape, qui est l'arme de l'urgence, qui est extrêmement importante, c'est ce qu'on appelle le référé. Le référé devant le tribunal judiciaire. Si l'amiable échoue et que la situation est urgente, il faut saisir la justice en référé. Le référé, c'est le juge de l'urgence et de l'évidence. Et donc la première procédure à connaître, c'est le référé. Le référé, c'est une procédure qui est rapide devant un juge unique, le juge des référés. Elle permet d'obtenir des mesures provisoires en quelques semaines, parfois quelques jours. Alors tout d'abord, le référé expertise. C'est la procédure reine en matière de droit de la construction. Ça, moi, j'en fais toutes les semaines, des référés expertises. En matière de construction, la procédure de référé fonctionne de la manière suivante. Vous allez constater un désordre, vous voulez faire établir sa nature, son origine, sa gravité et les responsabilités, vous saisissez le juge des référés pour lui demander de désigner un expert judiciaire. L'expert judiciaire, c'est un technicien indépendant, inscrit sur une liste officielle, qui va examiner l'ouvrage, analyser les désordres, auditionner les parties, rédiger un rapport. On parle d'expert près la cour d'appel ou expert près la cour de cassation. Ce rapport d'expertise, c'est un élément de preuve qui est extrêmement important et il va devenir incontestable. Si par exemple vous estimez qu'il y a des malfaçons, référé expertise, désignation d'un expert judiciaire par le président du tribunal judiciaire, l'expert judiciaire qui est inscrit à la cour d'appel ou à la cour de cassation va constater la réalité des malfaçons. Une fois qu'on a ce rapport, alors je viens de dire que l'issue, elle est incontestable. Soit la partie adverse s'exécute amiablement, et si elle le refuse, dans ce cas-là, on l'assignera au fond. C'est ce qu'on va voir après, c'est la deuxième procédure. Mais là, ça ne fait pas un pli. Pourquoi? Parce que moi, en tant qu'avocat, ou le juge, et les juges, les trois magistrats qui auront à gérer et à juger le fond du dossier des responsabilités, on est des juristes en droit de la construction. On n'est pas des experts en bâtiment. D'accord? À partir du moment où un expert en bâtiment va dire que la solidité de l'ouvrage est remise en question ou qu'il y a des malfaçons par rapport aux règles de l'art, le juge, le juriste, va forcément suivre l'avis. Alors comment se déroule l'expertise? L'expertise, elle se déroule de manière contradictoire, c'est-à-dire que toutes les parties, vous, le constructeur et les assureurs, sont convoqués aux opérations d'expertise. L'expert va organiser plusieurs réunions sur place, souvent deux, va examiner les désordres, va poser des questions, demander des documents. La manière dont ça se passe, c'est toujours la même chose. Convocation sur les lieux, en présence de l'ensemble des parties. L'expert rappelle sa mission. Ensuite, moi, en tant qu'avocat du demandeur, je vais rappeler pourquoi est-ce qu'on a fait cette assignation. Ensuite, c'est l'avocat du constructeur qui va rappeler le cadre de sa mission, éventuellement s'il conteste. Ensuite, vous, en tant que particulier, en tant que partie, vous pouvez former des observations. Et puis ensuite, on investigue. Donc on se balade un peu partout dans la maison, dans le jardin, garage, sol, sous-sol, enfin bref, on constate tout. Ça dure en général 3 heures à peu près. Et puis à l'issue de cette réunion, l'expert va rendre un pré-rapport sur lequel on pourra faire des observations, voire une seconde visite, voire des fois une troisième visite. Et puis à l'issue des visites, si l'expert est suffisamment informé, il va rendre un rapport définitif. Attention, contrairement à une idée reçue, quand l'expert rend son rapport définitif, cette phase pour le juge des référés, c'est terminé. Le juge des référés ne va pas rendre son avis, ne va pas condamner la partie adverse. Le seul rôle du juge des référés, c'est de désigner un expert. Ensuite, l'expert rend son rapport et là, le dossier est terminé à ce stade. Soit les parties se mettent d'accord ensemble, hors la présence du juge, pour faire une transaction sur le protocole un protocole transactionnel sur la base du rapport d'expertise, soit il n'y a pas d'accord, et dans ce cas-là, il faut engager la deuxième procédure, qui est la procédure en paiement, en responsabilité. Avant de venir sur cette procédure, on a également un autre référé, qui est le référé provision, qui permet de demander une avance, mais ça c'est plus du côté des constructeurs. Alors l'action au fond proprement dit,
Donc là, vous vous souvenez, on a eu le rapport d'expertise qui est favorable et le constructeur ne veut rien entendre, il ne veut pas exécuter le rapport. Je dis n'importe quoi, on a un rapport d'expertise qui constate les malfaçons, qui indique que votre préjudice est de 50 000 euros parce que c'est le coût de la remise en état. Et dans ce cas-là, on peut faire une action au fond, assignation au fond. Ou autre cas de figure, vous avez déjà un rapport d'expertise de votre compagnie d'assurance qui vous suffit. Ce rapport d'expertise est de qualité, il est contradictoire, c'est-à-dire que l'assurance est passée en présence de la partie adverse. Dans ce cas-là, on peut assigner directement au fond. Ou alors, autre cas de figure, on est sur des indemnités de retard de livraison, pas besoin d'expertise, on fait directement une assignation au fond. En droit de la construction, la juridiction compétente va dépendre de la nature du litige. Je m'explique. Le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges entre particuliers et professionnels. C'est le cas le plus fréquent, c'est 95% des cas. Et en matière de litige entre professionnels, c'est le tribunal de commerce qui est compétent. Et le tribunal administratif va être compétent pour les litiges qui impliquent une personne publique, dans le cas notamment d'un marché public. Alors, en tant que particulier, si vous faites construire votre maison, vous serez généralement devant le tribunal judiciaire. La procédure, c'est la suivante. La procédure au fond est beaucoup plus longue que le référé, à peu près entre 18 mois et 3 ans. D'accord. Elle commence par une assignation, c'est l'acte par lequel vous allez saisir le tribunal et vous allez exposer vos demandes. Ensuite, on va avoir un calendrier de procédure. C'est-à-dire que moi, je vais délivrer l'assignation, le juge va faire un calendrier de procédure. C'est une phase d'échange d'arguments entre les parties. Puis, quand le juge sera suffisamment informé, il y aura une audience de plaidoirie et enfin le jugement. Si vous n'êtes pas satisfait du jugement, vous pouvez faire appel. Également, il faut compter à peu près 2 ans. Alors, est-ce que l'avocat est indispensable ou pas? Devant le tribunal judiciaire, oui. Pour les affaires supérieures à 10 000 euros, la représentation par avocat est obligatoire. Même quand c'est pas obligatoire, je vous recommande quand même assez fortement. Maintenant, je comprends que si vous êtes un litige à 4 000 euros, l'accompagnement d'un avocat, la question peut se poser en termes de budget, puisque si vous en avez pour à peu près 2 000 à 3 000 euros de frais d'avocat, minimum, pour un litige à 4 000 euros, la question se pose. Pour ça qu'il faut être transparent sur la procédure. Si vous comptez les honoraires d'avocat, les frais d'expertise, les frais d'huissier, on est au minimum à 5 000 euros. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais encore une fois, ça va dépendre des enjeux de votre bien immobilier. Sur les litiges droit de la construction et des expertises, on est quand même sur des litiges en général qui sont à minimum à hauteur de 50 000 euros. D'accord. Et n'oubliez pas, si vous gagnez, vous pouvez demander à ce que la partie adverse indemnise. C'est ça, moi je le fais tout le temps, tous les avocats le font, en fait, c'est automatique. C'est l'article 700 du Code de procédure civile. Si vous gagnez, la partie adverse paiera vos frais d'avocat, vos frais d'huissier, vos frais d'expertise. Et surtout, surtout, vérifiez si vous avez une assurance protection juridique. Si vous avez une assurance protection juridique, elle prendra en charge les frais de l'expert et les frais d'avocat. Donc ça, c'est extrêmement important. Alors nous voilà à la fin de ce troisième module. Pour récapituler, la prévention, encore une fois, c'est la clé. Hein, confère le journal de chantier. Procédure amiable obligatoire. Le référé expertise, extrêmement important si vous avez des désordres et que vous souhaitez les faire constater. Et puis la procédure judiciaire qui est accessible. C'est long, oui, c'est coûteux, oui, mais c'est le seul moyen en fait de faire respecter vos droits. Alors voilà, nous y sommes. 1h15, 1h30 quasiment de cette masterclass avec 3 modules sur des dizaines de concepts, de règles et de conseils. Pour récapituler, hein, les 10 commandements du maître d'ouvrage averti. Premièrement, connaître son contrat. Deuxièmement, vérifier les garanties. 3, contrôler les appels de fonds. 4, documenter. 5, tout écrire. 6, ne jamais signer à la légère la réception, vous souvenez-vous. Connaître les garanties légales, souscrire une assurance de masse d'ouvrage, réagir vite et surtout se faire accompagner. Voilà, c'est terminé. Vous avez maintenant entre les mains, ou plutôt entre les oreilles, les connaissances fondamentales pour sécuriser votre projet immobilier. Alors, est-ce que cette masterclass va vous protéger de tous les problèmes? Non, les aléas existent, les imprévus surviennent. Même le projet le mieux préparé peut rencontrer des difficultés, mais ce que cette masterclass vous donne, c'est la capacité de réagir, de savoir quoi faire et de ne pas être démuni face à l'adversité, et ça change tout. Si vous souhaitez aller plus loin, mon livre aux éditions du Moniteur reprend tout ce que nous avons vu aujourd'hui et bien plus encore, à peu près 300 pages où vous trouverez des modèles de lettres, des mises en demeure, des développements plus approfondis sur certains points techniques, beaucoup de cas pratiques, des exemples que j'ai pu mettre. Euh, je terminerai par ceci, faire construire sa maison, acheter sur plan, c'est un acte de confiance. Confiance envers des professionnels que vous ne connaissez pas, confiance envers un système juridique que vous maîtrisez mal, mais cette confiance, elle doit être éclairée.
La confiance éclairée, c'est celle qui vous permet de connaître les règles du jeu, d'accord? N'oubliez jamais ça. C'est ce que j'ai essayé de vous transmettre aujourd'hui. Maintenant, écoutez, c'est à vous de jouer pour, la mise en place de ces démarches. Bonne construction et n'oubliez pas, dans la construction comme ailleurs, celui qui sait, c'est celui qui gagne. Je vous dis à très bientôt.